On dit qu'on ne connaît vraiment quelqu'un qu'une fois parti. Je croyais tout savoir de mon mari après 60 ans de mariage. Je me trompais surtout. Je m'appelle Marie et j'ai 85 ans. Depuis 3 mois, je vis avec un secret qui a transformé ma vie entière en mensonge. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai trouvé dans ce tiroir fermé à clé. Aujourd'hui, je vais vous dire qui était vraiment mon mari. Certains secrets sont faits pour mourir avec nous. D'autres refusent de rester enterrés. Tout a commencé avec les roses. Aux funérailles d'Henri, des dizaines de roses blanches sont arrivées, sans carte, sans nom. Des roses chères. Celles qu'il m'apportait pour notre anniversaire. Sauf que celles-ci venaient de quelqu'un d'autre. La fleuriste, Madame Dubois, nous connaissait depuis 30 ans. Elle livrait des fleurs dans notre petit appartement de Montmartre tous les mois. Quand je lui ai posé des questions sur les roses mystérieuses, elle a détourné le regard. Ses mains tremblaient en arrangeant les fleurs de l'autel. « Madame Henri, murmura-t-elle, il vaut peut-être mieux laisser certaines choses secrètes. » Mais je me noyais déjà dans le silence. 60 ans de mariage. 60 ans de dîners dominicaux, de journaux partagés et de soirées tranquilles au coin du feu. 60 ans à croire que j'étais la seule femme qu'il ait jamais aimée. Les roses trônaient sur son cercueil comme un point d'interrogation, belle et terrible. J'aurais dû écouter Madame Dubois. J'aurais dû laisser les roses rester un mystère. Je ne l'ai pas fait. Notre chambre avait toujours été notre sanctuaire. Après les funérailles, je me suis assise sur notre lit, entourée de ses vêtements, de ses livres, de sa pipe qui sentait encore le tabac cerise. Tout me semblait trop grand, trop vide. Le silence me serrait la poitrine comme une pierre. C'est alors que j'ai remarqué le tiroir. Le tiroir du bas de son secrétaire ancien était toujours resté fermé à clé. En 60 ans, je ne l'avais jamais vu ouvert. Quand je lui posais des questions à ce sujet, Henri souriait et répondait « Juste de vieux papiers, ma chérie. Rien d'important. Rien d'important. » J'ai trouvé la clé cachée derrière notre photo de mariage. Petite, en laiton, polie par des années de manipulation. Mes mains tremblaient en la tournant dans la serrure. Le tiroir s'ouvrit dans un léger murmure, comme l'expiration d'un secret. À l'intérieur, une boîte en bois, une enveloppe en papier craft et un petit journal en cuir. J'ouvris la boîte en premier. 23 photos. Je les comptais 2 fois, mes doigts tremblants sur les surfaces brillantes. Une femme aux cheveux noirs et aux yeux rieurs. Une petite fille avec le nez et le menton d'Henri. La femme et l'enfant ensemble, dans un jardin, sur une plage, devant une maison que je n'avais jamais vue. La femme était belle. Plus jeune que moi, même sur les photos les plus anciennes. Elle portait une alliance. Sur une photo, Henri tenait la petite fille sur ses épaules. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans. Son visage rayonnait de joie, la même expression que je n'avais vue qu'une seule fois auparavant, le jour de notre mariage. J'avais la poitrine creuse. Ma respiration était haletante. La femme avait ses yeux. L'enfant avait son sourire. Je mis les photos de côté et ouvris l'enveloppe. 47 lettres. Toutes adressées à « Ma très chère Gabrielle ». Toutes signées « Ton époux dévoué, Henri ». Ton époux dévoué. Je les ai toutes lues. Chacune d'elles. Assise par terre dans notre chambre, portant encore la robe noire de son enterrement, j'ai lu le récit d'une histoire d'amour qui avait duré 30 ans. J'ai lu l'histoire d'une fille prénommée Céleste qui l'appelait papa. J'ai lu des histoires de fêtes d'anniversaire, de matins de Noël et de pièces de théâtre auxquelles il avait assisté tout en me disant qu'il travaillait tard. Ma chère Gabrielle, Céleste a perdu sa première dent hier. Elle était si fière, tout comme sa mère. J'aimerais pouvoir vous donner à tous les deux tout ce que vous méritez. Un jour, quand Marie ne sera plus là, nous pourrons former une vraie famille. Quand Marie ne sera plus là. La lettre datait d'il y a 5 ans. J'avais 78 ans et mon mari écrivait sur ma mort comme si c'était une commodité. Je n'avais jamais entendu le nom de Gabrielle auparavant. Je n'avais jamais entendu le nom de Céleste. Pendant 30 ans, tandis que je lui préparais ses repas, lavais son linge et le soignais pendant sa pneumonie, il vivait une seconde vie. Il avait été le mari de quelqu'un d'autre, le père de quelqu'un d'autre. La pièce tournait autour de moi. Les murs semblaient respirer. Le pire, c'était le journal en cuir.
Son écriture, si familière que j'aurais pu la reconnaître dans le noir, remplissait page après page de confessions. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. J'aime Marie, mais Gabrielle est mon âme. Elle me comprend comme Marie ne pourrait jamais le faire. Quand je suis avec Gabrielle et Céleste, je me sens comme l'homme que j'étais censé être. L'homme qu'il était censé être. Céleste m'a demandé aujourd'hui pourquoi je ne pouvais pas vivre avec elle tout le temps. Comment expliquer à un enfant que son père est un lâche? Qu'il a préféré la sécurité à l'amour? Marie ne survivrait jamais à la vérité. Elle est trop fragile, trop dépendante. Je dois la protéger de ça, même si ça doit me tuer. Trop fragile. Trop dépendante. J'avais passé 60 ans à croire que j'étais tout pour lui. J'avais été sa dernière pensée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marie. Je lui ai acheté des roses, les mêmes blanches que j'apporte à Gabrielle chaque semaine. Parfois, j'aimerais pouvoir dire la vérité à Marie. Elle mérite l'honnêteté. Mais Gabrielle a plus besoin de moi. Gabrielle a plus besoin de moi. J'ai fermé le journal et me suis assis dans l'obscurité de notre chambre, entouré par les ruines de ma vie. Dehors, Paris continuait son rythme du soir. Des voitures passaient dans la rue en contrebas. Quelque part dans la ville, une femme nommée Gabrielle se demandait probablement pourquoi son amant n'avait pas appelé. Quelque part dans la ville, une fille nommée Céleste manquait à son père. Et j'apprenais que la vie que j'avais vécue était un spectacle, et j'avais été le seul à ne pas savoir que c'était du théâtre. Je n'arrivais pas à dormir. Je ne pouvais pas manger. Pendant 3 jours, je suis resté assis avec ses photos et ses lettres, mémorisant chaque détail. Le visage de Gabrielle est devenu plus familier que le mien. Le sourire de Céleste hantait mes rêves. Le 4e jour, j'ai appelé ma fille Sophie. « Maman, dit-elle, tu as l'air terrible. Est-ce que tu manges? Tu dors? Sophie, ton père a-t-il déjà parlé d'une femme nommée Gabrielle? » Le silence s'est étiré entre nous comme un pont au-dessus d'une eau sombre. « Maman, pourquoi demandes-tu ça? Dis-moi juste. A-t-il déjà parlé d'elle? » Non, maman. Papa n'a jamais parlé d'autre femme. Tu le sais. Mais je ne le savais pas. Je ne savais plus rien. J'ai raccroché et pris une décision qui allait tout changer. J'allais retrouver Gabrielle et Céleste. J'allais voir l'autre famille d'Henri de mes propres yeux. L'adresse était dans le journal. Une petite maison du 15e arrondissement, à environ 1 heure de Montmartre. J'ai pris le métro, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Mes mains tremblaient en tenant la rampe, tandis que je montais les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. La maison était exactement comme sur les photos. Des volets jaunes, un petit jardin, une porte bleue. Je suis resté de l'autre côté de la rue pendant 1 heure, à observer. J'attendais quelque chose, sans savoir quoi. Puis la porte s'est ouverte et Gabrielle est sortie. Elle paraissait plus âgée que sur les photos, mais toujours aussi belle. Elle portait une robe noire. Elle aussi était en deuil. Derrière elle, une jeune femme, peut-être trentenaire, avec les yeux et le menton d'Henri. Céleste, tout adulte. Elle s'enlaçait. Sur le pas de la porte, j'ai vu les épaules de Céleste trembler de chagrin. Ils enterraient Henri aussi, à leur manière. Je les ai regardés marcher jusqu'à leur voiture, puis partir. Puis j'ai traversé la rue et frappé à la porte du voisin. « Excusez-moi » ai-je dit à la vieille dame qui m'a répondu. Je cherche des informations sur la famille Dax en Grave-Côté. Gabrielle et sa fille. Le regard de la femme s'est adouci. Oh, vous devez vous interroger sur les funérailles. Quelle tragédie! Le mari de Gabrielle est décédé la semaine dernière. Ils ont été ensemble pendant plus de 30 ans, vous savez. Dévoués l'un à l'autre. Et leur fille Céleste, une fille si gentille. Elle a pris soin de sa mère pendant cette période difficile. Dévoués l'un à l'autre. 30 ans. Connaissiez-vous bien le mari? Henri? Oh oui, un homme merveilleux. Il travaillait en ville, mais il était toujours à la maison pour le dîner. Toujours là pour sa famille. On ne voit plus de mari comme ça. Toujours à la maison pour dîner. J'ai remercié la femme et je suis retourné au métro. Dans le train, j'ai fermé les yeux et j'ai vu le visage d'Henri, celui que j'avais embrassé pour lui dire bonne nuit pendant 60 ans, celui qui m'avait menti chaque jour.
En rentrant, mon fils Philippe m'attendait. Sophie l'avait appelé, inquiète de mes questions étranges. Maman, il faut qu'on parle. Philippe ressemblait à son père. La même mâchoire forte, la même façon de se tenir, les mains dans les poches. Le voir lui faisait mal comme appuyé sur un bleu. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il demandé. Sophie a dit que tu parlais d'une femme. Je lui ai montré les photos. Il les a regardées longuement, le visage blême. Puis il m'a regardé, les yeux pleins de larmes. Maman, je suis vraiment désolée. Tu le savais. Je m'en doutais. Parfois. Des petites choses qui n'avaient pas de sens. Mais je n'ai jamais voulu y croire. Depuis combien de temps as-tu douté? 10 ans peut-être. Papa recevait des appels et quittait la pièce. Il disparaissait le week-end, prétextant aider des amis à faire des réparations à la maison. Mais il n'avait jamais les mains sales à son retour. 10 ans. Mon fils savait depuis 10 ans et ne disait rien. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Philippe s'assit lourdement, paraissant soudain bien plus âgé que ses 55 ans. Parce que je pensais que ça te tuerait. Parce que je pensais que tu étais plus heureuse de ne pas savoir. Parce que j'étais une lâche, comme lui. Comme lui. Nous sommes restés assis en silence un long moment. Dehors, le soleil se couchait sur Montmartre. La lumière à travers nos fenêtres était dorée, la même lumière qui avait illuminé notre maison pendant 60 ans. Mais maintenant, c'était comme un projecteur, révélant tout ce que j'avais été trop aveugle pour voir. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Philippe. Je ne sais pas. Mais je mentais. Je savais déjà exactement ce que j'allais faire. Ce soir-là, j'ai appelé Sophie et Philippe. Je leur ai parlé du tiroir, des lettres, de Gabriel et Céleste. Je leur ai tout raconté. Sophie a pleuré. Philippe est resté silencieux. Ils ont tous deux posé la même question. Et maintenant? On dit la vérité, ai-je dit. Maman, papa est mort. À quoi bon détruire sa mémoire? Sa mémoire est déjà détruite. Je refuse simplement de la garder polie. Le lendemain matin, j'ai appelé les pompes funèbres. La cérémonie funéraire d'Henri était prévue pour la semaine suivante. J'ai demandé à y prendre la parole. Le directeur, Monsieur Laurent, était surpris. Madame Henri, êtes-vous certaine? Cela a été très difficile pour vous. J'en suis certaine. J'ai quelque chose à dire sur mon mari. Quelque chose d'important. Bien sûr. Combien de temps souhaitez-vous parler? Aussi longtemps qu'il le faudra. La cérémonie commémorative a eu lieu à Saint-Julien-le-Pauvre, la même église où nous nous étions mariés 60 ans plus tôt. Les mêmes murs de pierre, les mêmes vitraux, le même autel où j'avais promis d'aimer Henri jusqu'à la mort. La mort nous avait séparés. Mais les mensonges nous avaient séparés bien avant. L'église était pleine. Nos voisins, les collègues d'Henri, nos enfants et petits-enfants. Tous ceux qui avaient connu et aimé Henri. Tous ceux qui croyaient qu'il était l'homme que j'avais cru. Je me suis dirigé vers l'estrade, vêtu de ma robe noire, portant la boîte en bois contenant les photos et les lettres. Mes mains étaient fermes. Ma voix était claire. Amis et famille, merci d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage à mon mari Henri. Nous sommes ici pour honorer sa mémoire, et je crois que la meilleure façon d'honorer quelqu'un est de dire la vérité à son sujet. J'ai ouvert la boîte et brandi la première photo. Gabriel et Céleste à la plage, souriant à l'objectif. Henri avait une seconde famille. Une femme nommée Gabrielle, qu'il aimait depuis 30 ans. Une fille nommée Céleste, qu'il chérissait. Pendant que je préparais son dîner, il dînait avec eux. Pendant que j'attendais son retour, il était déjà chez lui, avec sa vraie famille. L'église était silencieuse. Complètement silencieuse. Même le bruit de sa respiration semblait s'arrêter. J'ai trouvé ses photos et ses lettres dans un tiroir fermé à clé après ses funérailles. Pendant 60 ans, j'ai cru être l'amour de sa vie. J'avais tort. J'étais son obligation. Gabriel était son choix. J'ai brandi une des lettres et lu à voix haute. Ma chère Gabrielle, Céleste a perdu sa première dent hier. Elle était si fière, tout comme sa mère. J'aimerais pouvoir vous donner à toutes les deux tout ce que vous méritez. Un jour, quand Marie ne sera plus là, nous pourrons être une vraie famille. Quelqu'un dans l'assemblée a haleté.
J'ai entendu Sophie pleurer au premier rang. Je ne vous dis pas cela pour détruire la mémoire d'Henri. Je vous dis cela parce que je refuse de continuer à supporter ces mensonges. Je refuse de prétendre que mon mariage était beau alors qu'il reposait sur la tromperie. Je refuse de protéger la réputation d'un homme qui m'a menti pendant 30 ans. Je remis la lettre dans la boîte et observai les visages de l'assemblée. Certains étaient choqués, d'autres en colère, d'autres encore tristes. Henri n'était pas un monstre. C'était un homme qui est tombé amoureux de 2 femmes et qui a choisi de nous mentir à toutes les 2 plutôt que de nous blesser. C'était un lâche qui se croyait gentil. C'était un père qui aimait sa fille mais qui ne pouvait pas lui donner son nom. C'était un mari qui chérissait sa femme mais qui ne pouvait pas lui donner tout son cœur. Je marquai une pause, regardant le vitrail au-dessus de l'autel. Ce même vitrail qui avait été témoin de nos vœux de mariage. J'ai 85 ans. J'ai passé 60 ans de ma vie à vivre dans le mensonge. Je ne passerai pas le temps qu'il me reste à protéger ce mensonge. Henri a fait ses choix. Maintenant, je fais les miens. J'ai refermé la boîte et suis retourné à ma place. L'église est restée silencieuse. La cérémonie commémorative a continué, mais je ne me souviens plus du reste. J'avais dit ce que j'avais à dire. L'histoire s'est répandue dans notre quartier comme une traînée de poudre. En quelques jours, tout le monde à Montmartre était au courant pour la famille secrète d'Henri. Certains m'ont soutenu. D'autres m'ont trouvé cruel. Madame Dubois, la fleuriste, est venue chez moi avec un bouquet de roses blanches. Madame Henri, a-t-elle dit, j'aurais dû vous parler de Gabriel il y a des années. Elle commandait des fleurs pour Henri chaque semaine. Toujours des roses blanches. Je pensais qu'il valait mieux ne rien dire. Tout le monde pensait qu'il valait mieux ne rien dire. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Nous avons tous protégé la mauvaise personne. Mes enfants ont eu du mal à accepter cette révélation. Sophie était en colère contre Henri, contre moi, contre le monde. Philippe était silencieux, réfléchissant lentement, comme son père. « Maman, » dit Sophie lors d'une de nos conversations difficiles, « je comprends pourquoi tu as dit la vérité. Mais étais-tu obligée de la dire si publiquement ? » Oui. Parce que les vérités discrètes meurent avec nous. Les vérités publiques vivent éternellement. Mais maintenant, tout le monde sait. Maintenant, tout le monde se souviendra de papa différemment. Bien. Maintenant, tout le monde se souviendra de lui avec sincérité. 2 semaines après la cérémonie commémorative, j'ai reçu une lettre. L'écriture m'était inconnue, mais l'adresse de retour m'a fait battre le cœur. Chère Madame Henri, je m'appelle Céleste. Je suis la fille d'Henri. J'étais à la cérémonie. J'ai tout entendu. Je veux que vous sachiez que je comprends pourquoi vous avez dit la vérité. Cela fait 30 ans que je vis avec le fardeau du secret. C'est un poids lourd à porter. Ma mère, Gabrielle, est décédée il y a 3 jours. Elle était malade depuis des mois, mais elle ne voulait pas le dire à Henri pour ne pas être un fardeau pour lui. Elle est morte sans savoir qu'il était parti. Je vous écris pour vous demander si nous pourrions nous rencontrer. J'ai des questions sur mon père auxquelles vous seul pouvez répondre. J'ai des anecdotes à son sujet que je pense que vous devriez entendre. Non pas pour vous blesser, mais pour nous aider tous les deux à comprendre l'homme qui nous aimait tous les deux, à sa manière complexe. Je ne demande ni pardon ni famille. Je demande la vérité. Nous méritons tous les deux de savoir. Qui était vraiment Henri? Avec tout mon respect, Céleste, j'ai lu la lettre 12 fois. Puis j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé le numéro en bas de la page. Allô? Céleste, c'est Marie. J'ai bien reçu ta lettre. Oh! Sa voix était douce, surprise. Je ne pensais pas que tu appellerais. Moi non plus. Mais j'ai réfléchi à ce que tu as écrit. À la vérité. À la compréhension de lui. Veux-tu qu'on se rencontre? Pour un café peut-être? Je connais un endroit tranquille près du Pont-Neuf. Oui. J'aimerais beaucoup. Nous nous sommes rencontrés un mardi après-midi. Je suis arrivé tôt et je me suis assis près de la fenêtre, regardant les gens passer dans la rue. Quand Céleste est entrée, je l'ai immédiatement reconnue. Elle avait la démarche d'Henri, sa façon de tenir la tête quand elle réfléchissait. Elle était belle, à peu près du même âge que ma fille Sophie. Elle portait une robe noire simple et un sac en cuir qui semblait coûteux.
Sa mère avait été bien soignée. Madame Henry? A-t-elle dit en s'approchant de ma table. S'il vous plaît, appelez-moi Marie. Et vous devez être Céleste. Nous étions assis l'un en face de l'autre, deux femmes qui avaient aimé le même homme de manière différente. Le silence s'est prolongé entre nous, mais il n'était pas gênant. C'était le silence de ceux qui comprennent le chagrin de l'autre. Je suis désolé pour votre mère, ai-je dit. Merci. Je suis désolé pour tout. Pour la douleur que mon existence vous a causée. Votre existence ne m'a pas fait souffrir. Les mensonges d'Henri, oui. Céleste hocha lentement la tête. Il parlait souvent de toi. Il disait que tu étais la personne la plus gentille qu'il ait jamais connue. Il disait que tu méritais mieux que lui. Il avait raison. Nous avons commandé du café et des viennoiseries. Céleste m'a parlé de son enfance, de son père qui allait et venait comme les saisons. Des matins de Noël où il arrivait avec des cadeaux mais repartait avant le dîner. Des pièces de théâtre à l'école où elle scrutait le public, espérant apercevoir son visage. C'était un bon père quand il était là, dit-elle. Mais il n'était jamais pleinement présent. Même quand il était avec nous, une partie de lui était ailleurs. Il était avec moi, dis-je. Une partie de lui était toujours avec moi. Et une partie de lui était toujours avec toi quand il était avec nous. Nous étions assises, compréhensives. Deux femmes qui avaient partagé un homme qui n'avait jamais pu pleinement nous appartenir. Comment était-il comme mari? Demanda Céleste. Attentionné. Doux. Il m'apportait des fleurs chaque semaine. Il préparait du café tous les matins. Il me faisait la lecture quand j'étais malade. Il était tout ce que je pensais vouloir chez un mari. Mais il jouait la comédie. Tout ce qu'il faisait pour moi, il le faisait parce qu'il se sentait coupable envers toi et ta mère. Je n'étais pas sa femme. J'étais sa pénitence. Céleste tendit la main par-dessus la table et me toucha la main. Je suis désolée. Ne sois pas désolée. Sois en colère. Sois triste. Sois ce que tu dois être. Mais ne regrette pas d'avoir existé. Nous avons discuté pendant 3 heures. Elle m'a montré d'autres photos d'Henri, des moments de la vie qu'il avait vécu loin de moi. Je lui ai montré les lettres, le journal, les preuves de sa double vie. Que vas-tu faire maintenant? Ai-je demandé alors que nous nous apprêtions à partir. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre comment vivre sans secret. C'est plus dur que je ne le pensais. Oui. Ça l'est. Nous nous sommes embrassés sur le trottoir, deux femmes qui étaient des inconnues ce matin-là et qui se sentaient comme des sœurs cet après-midi-là. Marie, dit Céleste, merci d'avoir dit la vérité. Ça m'a fait mal, mais ça m'a libérée. Ça nous a libérées toutes les deux. 6 mois plus tard, j'ai déménagé de l'appartement de Montmartre. Trop de souvenirs, trop de fantômes. J'ai trouvé un petit endroit près du jardin des plantes, avec vue sur le jardin botanique et assez d'espace pour quelques plantes. Mes enfants viennent régulièrement. Sophie m'a pardonné la révélation publique. Philippe m'aide dans mon petit jardin, en plantant des herbes et des fleurs qui fleurissent à différentes saisons. Céleste me rend visite aussi. Pas souvent, mais régulièrement. Nous prenons un café et parlons d'Henri, des façons compliquées dont les gens s'aiment, du courage qu'il faut pour vivre honnêtement. Elle m'a apporté une photo la semaine dernière. Henri avec sa mère, prise quelques mois avant sa mort. Ils étaient assis dans leur jardin, sa main dans la sienne, tous deux souriant à quelque chose hors champ. Il avait l'air heureux, dis-je en étudiant l'image. Il l'était. Avec elle, il était vraiment heureux. Bien. Je suis contente qu'il ait eu ça, même si ce n'était pas avec moi. Es-tu vraiment contente? J'ai réfléchi attentivement à la question. Oui. Je crois que oui. Le bonheur est assez rare. Je suis contente qu'il l'ait trouvé, même si cela signifiait que je mentais. Tu es une femme remarquable, Marie. Non. Je suis juste une femme qui en a eu assez de porter les secrets des autres. On me demande si je regrette d'avoir ouvert ce tiroir. Si j'aurais aimé mourir en croyant qu'Henri était fidèle. Si je pense que l'ignorance aurait pu être plus douce que la connaissance. Je leur dis ceci, la vérité est comme l'hiver. Il est froid et rigoureux, et parfois il tue ce qui ne peut y survivre.
Mais cela débarrasse aussi le bois mort, fait place à une nouvelle croissance. Pendant 60 ans, j'ai vécu dans l'ombre d'Henri. J'étais sa femme, son aide, son public. Je n'ai jamais été pleinement moi-même parce que j'étais trop occupée à être la femme dont il avait besoin que je sois. Maintenant, à 85 ans, j'apprends qui est Marie quand elle n'est pas la femme d'Henri. J'apprends ce que j'aime, ce que je veux, ce en quoi je crois. J'apprends que je suis plus forte que tout le monde ne le pensait, y compris moi-même. Je cultive des tomates maintenant. Je n'ai jamais aimé les tomates du vivant d'Henri, mais je ne le lui ai jamais dit. Je lis des romans policiers au lieu de la poésie qu'il préférait. J'écoute du jazz au lieu de la musique classique. Je bois du vin rouge au lieu du blanc. Petite rébellion. Petite vérité. Petite façon de reconquérir une vie qui n'a jamais été pleinement mienne. La semaine dernière, j'ai écrit une lettre à Gabrielle. Je sais qu'elle est morte, mais j'avais besoin de dire des choses qui poussaient dans mon cœur comme des fleurs dans un sol sombre. Chère Gabrielle, je ne t'ai jamais rencontrée, mais je te connais. Je sais comment tu riais, car Henri le décrivait dans ses lettres. Je sais comment tu cuisinais, car il comparait tout à tes recettes. Je sais comment tu aimais, car il en parlait comme si c'était une religion. Je t'ai détesté pendant des années. Non pas parce que tu me l'as pris, mais parce que tu avais ce que je croyais être à moi. Maintenant, je comprends qu'aucun de nous ne l'avait complètement. Il était divisé entre nous comme un pays déchiré par la guerre. Je pense que tu l'aimais plus que moi. Tu l'aimais en sachant qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Tu l'aimais en sachant qu'il ne pourrait jamais être pleinement à toi. Cela demande un autre courage que l'amour que je t'ai offert. J'espère que tu étais heureuse. J'espère qu'il te faisait rire. J'espère qu'il t'a donné suffisamment de lui-même pour rendre la solitude supportable. Je comprends maintenant pourquoi il t'aimait. Non pas parce que tu étais meilleure que moi, mais parce que tu étais différente. Tu étais la femme qu'il a choisie, et non celle qu'il était censé choisir. Je te pardonne. Non pas parce que le pardon est vertueux, mais parce que la colère est épuisante, et je suis trop vieille pour la supporter. Nous étions toutes les deux épouses du même homme. Nous étions toutes les deux mères de ses enfants. Nous étions toutes les deux des femmes qui méritaient toute la vérité, et nous vivions toutes les deux avec des bribes de celle-ci. J'aurais aimé que nous soyons amis. Je pense que nous nous serions appréciés. Avec compréhension, Marie, j'ai brûlé la lettre dans ma cheminée. Les flammes sont devenues bleues et dorées, belles et brèves. La fumée a emporté mes mots dans la cheminée et dans le ciel de Paris, où les secrets meurent. Ce matin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Moi-même. Pas la femme d'Henri, pas la femme qu'il voulait que je sois, mais Marie. 85 ans, cheveux argentés, marqués par le temps et la vérité. Je ne suis plus la femme que j'étais quand j'ai épousé Henri. Je ne suis plus la femme que j'étais quand je l'ai enterré. Je ne suis plus la femme que j'étais quand j'ai ouvert ce tiroir. Je suis la femme qui a choisi la vérité plutôt que le confort. Qui a choisi l'honnêteté plutôt que la paix. Qui s'est choisie elle-même plutôt que le mensonge qu'elle vivait. Il m'a fallu 85 ans pour apprendre cela. Nous sommes tous capables de plus de courage que nous le pensons. Nous sommes tous plus forts que les histoires que nous nous racontons. Nous sommes tous dignes de toute la vérité, même quand elle nous brise. Surtout quand elle nous brise. Parce que les choses brisées peuvent guérir. Mais les mensonges ne font que s'envenimer dans l'obscurité. Ce soir, j'arroserai mes tomates. Je lirai mon roman policier. J'écouterai Miles Davis pendant que je préparais le dîner pour une personne. Je vivrai la vie que je n'aurais jamais cru vouloir quand j'étais occupée à vivre la vie que je pensais devoir vouloir. Demain, Céleste vient prendre un café. Elle amène sa fille, la petite fille d'Henri, une petite fille qui n'aura jamais apporté le secret de son existence. Nous nous asseyons dans mon jardin et nous nous raconterons des histoires sur l'homme qui nous a tous aimés, imparfaitement mais sincèrement. Nous dirons la vérité sur Henri. Tout. Le bon et le mauvais et la complexité entre les deux. Et peut-être, avec un peu de chance, nous découvrirons que la vérité suffit. Peut-être découvrirons-nous que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être réel. Peut-être découvrirons-nous que les familles peuvent se construire sur l'honnêteté plutôt que sur le mensonge. Peut-être découvrirons-nous qu'il n'est jamais trop tard pour devenir qui nous sommes censés être. Je suis Marie. J'ai 85 ans.
J'ai ouvert le tiroir fermé à clé de mon mari, et j'aurais préféré ne pas l'avoir fait. Mais je l'ai fait. Et maintenant je suis libre. La vérité fera cela. Cela vous brisera le cœur et vous libérera au même moment. Et la liberté, j'ai appris, vaut n'importe quel prix. Même le prix de tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour.